Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de l'entretien du jour. Elles se sont données pour rôle, entre autres, de travailler à l'édification de la paix dans nos sociétés. Certaines parmi elles en ont d'ailleurs fait leur raison d'être. Je veux parler des organisations de la société civile dont l'activité en la matière n'est pas civile. Cette mission qu'elles se sont assignées n'est pas toujours simple, surtout lorsqu'elles doivent, dans certains cas, chercher à tempérer les ardeurs des hommes politiques dont des intérêts sont en jeu, notamment en matière électorale. L'actualité sur le continent africain donne encore du grain à moudre à ces organisations de la société civile. Entre volonté de briguer un troisième mandat contesté, exclusion des opposants de fichiers électoraux, certains forcés à l'exil et la maîtrise des grands électeurs, les signaux de la paix ne sont pas ouverts dans les pays en attente de prochaines élections. Comment raisonner le politique dans ces cas? C'est la question que nous posons ce matin à Julien Oussou, que nous joignons à Accra au Ghana par écran interposé. Bonjour Monsieur Oussou. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Un plaisir. Merci pour votre disponibilité. Merci. Vous êtes expert sur des questions électorales, également sur des questions de paix et de sécurité. Nous parlons donc de cette mission, je présume compliquée, qui est la vôtre parfois en période électorale, de chercher à raisonner le politique. Dites-nous, comment se fait-il que malgré tout ce que vous faites pour la paix dans nos pays, on se retrouve toujours à gérer des conflits à la veille d'élections? Merci beaucoup. Merci pour la question. Vous savez, une élection, c'est un processus et il est souvent rare que toutes les étapes de ce processus-là, découpage électoral, les lois électorales, les organes de gestion des élections et d'autres éléments clés puissent vraiment se passer sans biais ni problème. C'est rare. Et il faut aussi se rendre compte qu'en matière d'élection, disons 1% gagné par un candidat, c'est 1% perdu par l'autre. Parce que l'électorat constitue 100%. Donc, l'élection en elle-même est déjà un élément de, disons, compétition. Alors que face à ses intérêts, l'humain tout court, et quand on va plus loin, l'acteur politique vraiment peut perdre un peu de son humanité et être juste orienté sur ses intérêts. Vous voyez, et peut devenir, quand on prend les acteurs politiques, peut devenir dangereux, disons, pour la société. Disons que la veille des organisations de la société civile reste malgré tout, dans ce contexte déjà d'intérêt, reste une veille confinée dans les limites des moyens que les ONG ont. Et quand je parle de limites, c'est peut-être les ressources humaines, c'est les capacités. On pense qu'elles ont tout pour pouvoir travailler et agir, mais ce n'est pas vrai toujours. Vous voyez, la question est plutôt dans le sens à quel niveau de tension serions-nous s'il n'y avait pas cette veille des organes de la société civile. Pour ma petite expérience en la matière, je pense et je suis de ceux qui pensent que les situations auraient été plus graves et seraient plus graves. Donc finalement, ce n'est pas les problèmes ou, disons, les tensions autour des élections qui doivent fondamentalement nous inquiéter, mais beaucoup plus l'incapacité de nos sociétés à vraiment recourir au dialogue et à d'autres choses, et à vraiment donner du poids et de la valeur aux actions d'alerte et de réponse aux actions de veille des organes de la société civile pour éviter les pires. Vous parlez d'incapacité. Moi, je vais vous demander que, je suis sûr que dans tous les cas, vos missions ne se sont pas soldées par des cas d'échec, j'allais dire. Dans les cas où vous avez réussi quand même à faire entendre raison à des intérêts en jeu côté politique, sur quelle fibre avez-vous joué ou jouez-vous souvent pour que ça passe? Rares sont les décideurs qui maîtrisent les questions. D'accord? Et donc, ça devient difficile quand un décideur qui accède à la position de décision, mais qui ne maîtrise pas les questions, ne veut pas écouter, ne veut pas faire en sorte que ceux qui ont les maîtrises des questions lui permettent de voir et de comprendre quelle décision prendre. Est-ce que c'est qu'il n'a pas la maîtrise ou qu'il fait semblant de ne pas avoir la maîtrise parce qu'il a un intérêt qu'il poursuit, M. Oussou? De toutes les façons, il y a un problème de maîtrise de la question et je veux naïvement croire que quelqu'un qui a la maîtrise de la question, même s'il fait semblant de ne pas avoir la maîtrise, ses actions ou ses actes, ses décisions vont refléter
au moins une prise en compte des alertes qui lui sont fournies. Et puis, vous le dites si bien, dans la région et dans beaucoup de pays, on voit et on a vu des exemples de contributions nobles des organisations civiles qui ont permis de sauver des processus. Si je prends l'exemple du Bénin, je prends l'exemple du Sénégal lors de la présidentielle 2012, je prends l'exemple du Bénin, tout le processus sur la liste électorale permanente informatisée. Là, je suis remonté en 2011. Si je reviens en 2016, tout le travail que les OSC ont fait pour que cette élection sensible se passe. C'est-à-dire que quand on regarde quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des éléments clés qui permettent d'y arriver, qui permettent aux OSC d'y arriver. Un des éléments, c'est d'abord les institutions en place. Et voyez la nature de l'équilibre entre les institutions. Si vous vous retrouvez dans un système où il n'y a pas pouvoir et contre-pouvoir, vous avez beau, en tant qu'OSC, travailler, tenter de réagir, mais vous allez pouvoir être dominé, vous allez pouvoir dominer par des courants d'intérêt. Ça, c'est un élément clé. Et dans beaucoup de pays où on a des situations difficiles, le cas du Mali, le Mali est arrivé à cette étape-là, à la barbe des OSC, malgré tout ce qu'elles ont pu dire et faire, parce que les institutions en place étaient devenues fondamentalement faibles et n'avaient pas pu trouver les moyens d'équilibrer le jeu. Un autre élément, c'est les acteurs, disons, les décideurs en place. Vous voyez, et ça fait appel à la part d'humanité en eux, en ces acteurs. Ça fait appel à leur relation, au dialogue, à la concertation, au consensus. Si vous avez des acteurs qui n'ont pas appris à faire ça, qui n'ont pas appris à dialoguer, qui n'ont pas appris, disons, à donner sens à l'humanité qu'on recherche en tout humain, vous avez beau crier, leurs oreilles sont fermées, ils n'arrivent pas à vous écouter, ils n'arrivent pas à se fixer des points de rupture à ne pas atteindre. Ça, c'est un élément sur lequel il faut agir. Au point où, quand vous êtes face à des acteurs qui ne vous considèrent, qui ne considèrent pas les voix des autres, on a beau penser à alerter, la réponse ne suit pas. Et un dernier élément, c'est peut-être aussi les acteurs qui formulent et qui mènent le combat de la revendication, les ONG elles-mêmes, voyez. Mais c'est une action multi-acteurs, c'est une action qui demande des syndicats, des ONG, des OSC, des personnalités, des médias. C'est une action qui demande de la coordination, c'est une action qui demande du leadership. Donc, c'est un ensemble de choses qui contribuent à ce que la contribution puisse porter. Sinon, au finish, vous allez avoir le sentiment et vous allez vous en sortir frustré, comme avoir, disons, crié tout le temps dans le désert et ce que vous avez vu venir, finalement, vous est arrivé. Malheureusement, M. Rousseau, comme on en arrive parfois, vous l'avez dit, vous avez parlé d'acteurs, vous avez parlé de dialogue. Dans un système, dans un environnement où il n'y a pas d'équilibre de pouvoir, de contre-pouvoir, vous avez dit que c'est d'autant plus difficile. Est-ce que dans ces cas-là, vous ne vous retrouvez pas parfois à demander aux maillons faibles, c'est-à-dire les forces de l'opposition, puisque généralement c'est ça, opposition, contre-pouvoir, de devoir avaler la couleuvre pour que la paix règne dans la cité? Merci beaucoup. Vous voyez, ça me rappelle en 2010, 2010-2011, si ma mémoire m'est fidèle, on était en plein dans le processus très sensible de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée au Bénin. Et lors de l'une de nos d'une énième rencontre avec l'Union fait la nation d'entre-temps, disons, pour renégocier des concessions à l'endroit, disons, de ce groupe politique, les délégués de l'Union fait la nation dans le temps nous avaient flanqués, et je paraphrase, je ne me rappelle plus exactement le texte, c'était plusieurs fois, et je cite, plusieurs fois, nous avons fait des concessions que vous nous demandiez. Dites-nous à ce jour, quelles ont été les concessions que le camp adverse a pu faire. Et c'était une question difficile quand on est dans un contexte comme ça. Et oui, vous avez raison, on est trop souvent d'ailleurs porté sur, disons, à se retrouver dans des situations comme ça, surtout quand on est face à un plus fort qui est ivre de ses pouvoirs, vous voyez, un plus fort qui est sourd aux appels des uns et des autres, un plus fort qui est figé par ses intérêts, c'est-à-dire qu'il y voit tellement ses intérêts qu'il est figé par ses intérêts, et un plus fort qui refuse de lire les signes que tout le monde lit.
c'est aussi l'un des prix à payer pour la paix. Et c'est ce prix qu'on demande souvent à ces occasions-là, au plus faible, pour dire on te donne raison pour, disons, l'oppression que tu subis, mais on voudrait que tu sois celui qui nous garantit la paix, parce qu'on ne voudrait pas que tu fasses l'option d'un moyen de réaction qui va constituer la paix pour toute la communauté. On est bien obligé malheureusement d'aller là. On aura fini cette émission dans une poignée de minutes. Je vais dire, ma dernière question sera, oui, les prochains chantiers qui vous attendent, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin en 2021. Quels sont les défis auxquels vous êtes déjà confrontés? Ce serait prétentieux de ma part de citer ici les défis. Vous savez, vous regardez la sous-région, en Côte d'Ivoire, en Guinée, vous avez cité, il faut ajouter le Ghana. C'est énormément de défis qui attendent les organisations civiles. Dans certains contextes, comme la Côte d'Ivoire et en Guinée, elles n'ont même pas la capacité ou la possibilité de circuler librement pour opérationnaliser leurs initiatives de contribution à la paix et à la quiétude. Et donc, dans une vague, vous l'avez signalé en début d'émission, où le troisième mandat est en train de prendre de regain, l'envie d'un troisième mandat, où disons, l'espace civique est en train de se restreindre en termes de travail, où disons, les appuis des partenaires sont en train de se raréfier. C'est énormément de situations sur le terrain et tout ça, disons, est en train de créer, comme on dit, disons, une situation qui peut quitter sous contrôle si on ne sait s'y prendre. Et ça génère beaucoup de frustration. Même au sein des ONG aujourd'hui, au sein des leaders des ONG, il y a assez de frustrés parce qu'on a beau alerter, on a beau demander des réponses, dès qu'on se retrouve à vivre les conséquences qu'on aurait pu éviter, ça fait mal aux acteurs et ça les pousse des fois à prendre des positions qui ne sont pas, qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est aussi, disons, des chocs qu'ils reçoivent à faire ce combat-là. Et ils ont juste espéré, en espérant juste que les uns et les autres fassent leur part pour qu'ils fassent beau et ils fassent mieux vivre pour tout un chacun des citoyens. Merci Julien Oussou. Je rappelle, vous êtes expert des questions d'élection, de paix et de sécurité. On abordait la question de la responsabilité des acteurs politiques dans la prévention des conflits, surtout électoraux. Comment raisonner le politique? C'était la question qu'on vous a posée. Merci de nous avoir répondu depuis Accra au Ghana par Skype. Merci encore une fois, M. Oussou. Mesdames et messieurs, c'est à tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre attention et à la prochaine.